Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La République de Saint-Malo, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Saint-Malo est une ville, pas une république indépendante. Eh ben si, pendant très peu de temps, 1590-1594, pendant 4 ans, la ville, rompant avec le gouverneur royal, tout en refusant de se soumettre à la Ligue bretonne, exerce une autonomie politique poussée. Elle organise sa défense, rend la justice, lève des contributions, règle ses échanges, négocie avec les puissances voisines. Les sources et la tradition érudite parlent volontiers de république. Le cadre général est celui des guerres de religion. En Bretagne, le protestantisme reste minoritaire, mais l'équilibre provincial est bouleversé lorsque Henri de Navarre devient héritier du trône, puis roi de France en 1589. Une partie des catholiques refuse d'obéir à un souverain protestant. Le duc de Mercœur, gouverneur de Bretagne, choisit alors la Ligue catholique, tandis que Saint-Malo, le gouverneur Honorat de Beuil, baron de Fontaine, se déclare prêt à accueillir Henri IV, ce qui place la ville au bord de la guerre civile. La décision malouine de n'être ni l'un ni l'autre peut se lire comme une stratégie de survie. Protéger la cité fortifiée, maintenir la continuité du commerce maritime et surtout éviter qu'un camp ne transforme Saint-Malo en enjeu militaire et fiscal. Mais pourquoi cette décision alors? Et comment a-t-elle réussi à résister? Vous voulez le savoir? Venez avec moi. À la fin du XVIe siècle, Saint-Malo est une place forte littorale dont la topographie, cité sainte de remparts, accès contrôlé, châteaux et la culture militaire des milices urbaines, de l'artillerie, conditionne fortement les choix politiques. Dans une période de trouble où les armées circulent, rançonnent, occupent les villes, la maîtrise des portes et des fortifications n'est pas un simple détail, c'est le cœur de la souveraineté locale. Le château, en particulier, joue un rôle ambivalent. Il protège la cité, mais symbolise aussi la tutelle royale, puisqu'il abrite le gouverneur. Saint-Malo est alors un port actif, tourné vers la pêche, notamment la morue, et le commerce au long cours. Cette prospérité nourrit l'ascension d'une bourgeoisie marchande capable de financer les navires, les équipages et les fortifications. Mais elle rend aussi la ville dépendante de la continuité des routes maritimes, du crédit et de la stabilité politique. Une guerre civile prolongée menace donc directement les circuits d'approvisionnement, l'assurance maritime, la confiance des partenaires étrangers et à terme, la reproduction sociale des élites urbaines. Autrement dit, la paix n'est pas seulement un idéal, elle est une condition matérielle du commerce. L'autonomie malouine ne surgit pas de rien. En 1590, elle s'appuie sur des pratiques municipales déjà structurées. En temps de crise, la ville du royaume renforce souvent leurs organes de décision, commissions restreintes, conseils de défense, syndicats, au nom de l'urgence. À Saint-Malo, un groupe de notables exerce progressivement un pouvoir de fait, articulant l'intérêt du commun et de la rationalité des affaires. Les assemblées générales existent, mais les décisions sensibles sont prises par un cercle très réduit, la République, de 1590 à 1594, doit être ainsi pensée comme un régime municipal intensifié, plus que comme une démocratie urbaine. La proclamation d'indépendance est donc formulée de manière prudente. Saint-Malo n'énonce pas une rupture définitive avec le royaume de France, mais une suspension de l'obéissance présentée comme temporaire, jusqu'à ce que Dieu eût donné à la France un roi catholique. Cette clause donne à la ville un cadre de légitimation. Elle se place du côté de la catholicité sans se lier à la Ligue de Mercœur. Sur le plan politique, c'est un dispositif de neutralisation. La cité refuse d'être l'auxiliaire d'un camp revendiquant le droit de se gouverner elle-même, en attendant une solution jugée acceptable, la conversion d'Henri IV. Sur le plan pragmatique,
c'est un moyen de gagner du temps, tout en maintenant les affaires. La dynamique bascule dans la nuit du 11 au 12 mars 1590. Un groupe de Malouins prend d'assaut le château, tue le gouverneur, neutralise la garnison. Le geste est lourd de conséquences. En s'emparant du château, la ville retire au pouvoir royal son instrument de contrainte locale et s'approprie la clé militaire de son espace. L'acte est illégal au regard de la monarchie, mais il est rapidement justifié par un discours de nécessité. Il s'agirait de sauver la cité d'une occupation et d'une guerre intestine. Dans l'immédiat, la municipalité transforme un épisode de violence politique en fondation d'un ordre nouveau. Lors de l'assassinat d'Henri III en 1589, Henri IV hérite du trône, mais reste protestant. Dans un royaume fracturé, l'obéissance au roi devient un choix politico-confessionnel. En Bretagne, le duc de Mercœur s'affirme comme chef ligueur. Il entend contrôler les villes et les ports, ressources stratégiques et fiscales. À Saint-Malo, le gouverneur Honorat de Beuil se place du côté royal, allant jusqu'à annoncer qu'il ouvrirait les portes de la cité à Henri IV si celui-ci se présentait. Pour les notables, ce geste signifie une perte de maîtrise immédiate. Entrée d'une armée, prise de réquisition, représailles ligueuses et rupture des échanges. La ville se trouve donc face à un dilemme: se soumettre au roi protestant, suivre la ligue catholique mais jugée menaçante, ou inventer une troisième option. La communauté urbaine conserve des formes d'assemblée, mais l'essentiel de la décision se déplace vers un noyau d'hommes, d'affaires et de juristes, rompus aux négociations. Les débats les plus sensibles, relations extérieures, guerre, fiscalité, sont souvent traités dans le secret, signe d'une gouvernementalité de crise. Limiter les fuites, contrôler les factions, conserver l'initiative. Cette concentration n'est pas un accident, elle correspond à une conception de l'ordre urbain où la compétence, l'expérience et la fortune donnent vocation à gouverner. Dans une ville portuaire dense, traversée par des intérêts divergents, marins, artisans, négociants, clercs, soldats, l'un des défis majeurs est la cohésion. L'autonomie politique risque d'ouvrir la voie aux vengeances, aux rivalités de factions ou aux violences confessionnelles. D'où l'importance d'une justice rapide et d'une police active. Avec le contrôle des armes, la surveillance des étrangers, la régulation des prix et du ravitaillement, la gestion des rumeurs. Cette dimension est essentielle pour comprendre la longévité relative de la République de Saint-Malo. Elle ne tient pas seulement à ses remparts, mais à sa capacité de gouvernement quotidien. L'autonomie a un coût: payer les gardes, entretenir l'artillerie, approvisionner la ville, financer des ambassades et compenser les perturbations commerciales. Comme beaucoup de communautés urbaines en temps de trouble, Saint-Malo mobilise des contributions et organise une fiscalité adaptée. Le point crucial est l'acceptabilité. Les élites marchandes sont prêtes à financer l'effort si celui-ci protège leurs activités et limite les prélèvements extérieurs, royaux ou ligueurs. On observe ainsi une économie politique de la neutralité. Mieux vaut payer pour son autonomie que subir l'impôt de guerre d'une armée d'occupation. Le gouvernement municipal s'organise autour de figures clés: procureur syndic, procureur tout court, commissaire, chargé d'exécuter les décisions et de représenter la ville. La logique est double: assurer la continuité administrative, police urbaine, ravitaillement, justice, tout en affirmant une capacité d'action régalienne, défense, relations extérieures, ambassade. Les frontières entre le pouvoir civil et militaire se brouillent. La gestion des remparts, des tours, des gardes et de l'artillerie devient une affaire municipale. Inversement, la sécurité intérieure, prévenir complots, contrôler les entrées, surveiller les discours, se militarise. Un trait marquant de la période est la multiplication des contacts et négociations.
avec les villes voisines, avec les représentants royaux, avec les ligueurs aussi, et plus largement avec les partenaires maritimes. La ville cherche à garantir la sécurité de ses routes, à éviter les embargos, à maintenir l'accès au marché. Cette diplomatie municipale n'a pas le prestige d'une diplomatie d'État, mais elle mobilise quand même des instruments comparables, envoi de députés, et rédaction de mémoires, échange d'otages ou de garanties, et surtout, gestion fine des ambivalences. Dire assez pour rassurer, mais pas assez pour se lier. La posture malouine n'est pas neutre, au sens moral. Elle est catholique, elle refuse un roi protestant, mais elle refuse aussi l'emprise du duc de Mercœur. Elle négocie donc, selon les circonstances, avec les uns et les autres, en veillant à ne pas offrir le prétexte d'une intervention militaire. Cette stratégie suppose une grande plasticité, varier le langage politique, fidélité à la foi, fidélité au bien public, fidélité aux privilèges, tout en gardant l'objectif constant de préserver la ville et ses profits. Dans l'Europe de la fin du XVIe siècle, la frontière entre guerre maritime, police des mers et activité commerciale est poreuse. Les ports vivent aussi de la capture, du rachat, du convoi, de la protection armée des navires. Pour Saint-Malo, la course, c'est une activité de prise sur mer encadrée par des autorisations, constitue à la fois une ressource économique et un instrument de pression. Toutefois, l'enjeu principal n'est pas de mener une guerre totale. La ville cherche plutôt à conserver sa réputation de place sûre et solvable, condition de la confiance commerciale. La violence maritime, lorsqu'elle existe, est donc en tension permanente avec la nécessité d'entretenir des relations avec des partenaires variés, y compris des puissances protestantes du Nord. La neutralité ne signifie pas l'inaction militaire pourtant. Saint-Malo doit sécuriser ses approches terrestres, routes, points de passage et maritimes. Les tensions avec certaines places fortes de l'arrière-pays, susceptibles de bloquer les communications ou de servir de base à des adversaires, imposent parfois des opérations limitées. Dans ce cadre, la puissance de feu urbaine, l'artillerie, les milices, les navires armés, devient une ressource politique. La ville ne peut négocier que si elle peut aussi résister. La réduction n'est pas seulement une question symbolique, elle règle des intérêts. Les notables recherchent des garanties, la confirmation des privilèges, une stabilisation fiscale favorable au redémarrage des échanges. La monarchie, de son côté, sécurise un point d'appui maritime, affaiblit la Ligue bretonne. La sortie de crise est donc un compromis. La ville rentre dans l'obéissance, mais l'État reconnaît implicitement qu'elle disposait de fait d'une capacité de nuisance et d'une valeur stratégique, telle qu'il vaut mieux l'acheter par des concessions que de la briser. En 1594, la ville envoie une délégation pour discuter avec Henri IV. L'accord aboutit à un édit de réduction signé le 4 octobre 1594. Le contenu illustre la logique de transactions politiques propre à la fin des guerres de religion, comme on l'a dit au début de notre aventure. En échange de l'obéissance, la monarchie confirme des franchises et accorde une large amnistie pour les faits commis depuis 1590. Autrement dit, l'État accepte d'oublier la violence fondatrice, la mort du gouverneur, pour récupérer un port stratégique, sans avoir à reconquérir. Pour Saint-Malo, l'enjeu est de transformer l'illégalité passée en légalité future par un acte royal. Le 25 juillet 1593, Henri IV abjure le protestantisme. Cet événement transforme l'équation malouine. La clause conditionnelle de 1590, attendre un roi catholique, perd sa raison d'être. Dès lors, prolonger l'indépendance deviendrait beaucoup plus difficile à justifier. La ville risque d'être perçue non plus comme une catholique prudente, mais comme une rebelle. En même temps, la conversion ouvre un espace de négociation. Henri IV doit rallier les villes et pacifier le royaume. Il est prêt à confirmer des privilèges et à offrir des garanties pour accélérer les réductions. Pourtant, la République de Saint-Malo n'est ni une parenthèse folklorique,
ni l'anticipation d'une république moderne. Elle est une solution urbaine à une crise de souveraineté. Par un coup de force, la ville neutralise l'instrument de contrainte royale, le château, puis organise son propre gouvernement de salut public, dominé par les notables de la ville. Son autonomie repose sur une combinaison de ressources, fortifications, finances marchandes, capacités maritimes et art de la négociation. Pourtant, l'abjuration de Henri IV rend toutefois cette autonomie rapidement obsolète et surtout dangereuse. D'où une réduction négociée où la monarchie échange l'oubli, amnistie, contre l'obéissance et la ville échange l'autonomie politique contre la sécurité juridique et la continuité des privilèges. L'épisode révèle ainsi au cœur des guerres de religion la puissance politique des villes portuaires et la manière dont commerce, foi et sécurité s'entremêlent dans la fabrication du politique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.